Donc, merci pour cette très gentille introduction et puis un peu rappel de l'historique. Donc voilà, le titre que j'ai choisi parle de régulation des RPS. Vous voyez qu'on n'a pas choisi le mot prévention pour cette fois-ci. Et donc dans le cadre des technologies de la communication. Alors c'est un travail de recherche qui a été fait en collaboration avec Ophélie Morand, qui était doctorante à l'INRS pendant cette période, encadrée par Béatrice Cahour et Marc-Éric Bobillier-Chaumont, et qui a bénéficié du concours de l'entreprise Orange, à la fois le service de santé au travail qui nous a accompagnés, qui est intéressé par les problématiques de surconnexion dans l'entreprise. Mais on a également eu l'aval de la direction de la stratégie digitale et de l'innovation sociale, si je me souviens bien, de l'entreprise. Donc, l'INRS est toujours dépendant, quelque part, des portes qu'on nous ouvre dans les entreprises. Donc, je fais un clin d'œil à Régis, tout à l'heure, qui cherchait à avoir des terrains. Par ce biais. Alors donc, si on regarde un petit peu l'historique de cette étude sur le numérique, donc en fait, de mon point de vue, elle prend ancrage et elle prolonge des travaux qui ont été faits sur le bien-être au travail, comme on vient de le dire dans l'introduction, et qui avaient comme particularité, je dirais, si vous allez sur le site INRS, vous verrez que très largement le site est organisé par risque. Et en fait, le bien-être au travail a toujours été un sujet un petit peu particulier, puisque c'est évidemment pas un risque, le bien-être au travail, ce serait plutôt quelque chose qu'on pourrait souhaiter, d'une part. Et donc, on a cherché à construire, avec cette approche du bien-être, des convergences avec des problématiques RH, qui sont notamment le maintien de la force de travail sur le long terme, donc des perspectives de long terme et de durabilité, et donc de préservation de l'humain, plutôt que de se dire, ben voilà, le travail n'est qu'une source de souffrance et de difficultés. Alors, comme on l'a dit dans l'introduction, ça a débouché sur des objectifs très pratiques pour l'INRS, en fait, 2 outils d'intervention par le bien-être au travail qui sont disponibles, accessibles via le site web. Et donc, pour moi, les recherches sur le numérique prolongent cela. Et pourquoi est-on allé sur le numérique? Bien, un certain nombre de raisons qui ont présidé à ce choix-là. D'abord, si on se replace à une dizaine d'années d'ici, en fait, le couple smartphone boîte mail, que nous avons maintenant probablement tous ici dans la salle sur nos téléphones portables, était quelque chose qui était un privilège des cadres supérieurs, donc il y avait le BlackBerry à l'époque. Donc quelque part, ils se sont sentis concernés très tôt. Moi, je me souviens d'un cadre de la Maïf avec lequel on avait travaillé, qui était déjà en train de gérer ses mails à la pause, parce qu'il disait, sinon, si je m'arrête 2 jours pendant les séances bien-être de l'entreprise, ben j'ai 450 mails à gérer quand je reviens, donc ce n'est pas possible. Donc il y a déjà une conscientisation, je dirais, à préalable des cadres dirigeants sur ce sujet. C'est un des éléments. Un deuxième élément, je dirais, d'argument pour aller sur ce terrain, c'est le fait que c'est un vecteur principal d'organisation du travail. Or, vous avez vu dans les premiers exposés qu'on définit les risques psychosociaux comme étant des risques liés à l'organisation du travail qui impactent sur le fonctionnement psychique de l'individu. Donc, l'organisation du travail étant véhiculée par le numérique, c'est important que l'INRS se positionne par rapport à ça. Enfin, un troisième aspect que je voudrais pointer, qui me semble important, c'est le fait que, de mon point de vue en tout cas, on peut tous à un moment donné se plaindre du numérique, mais quelque part, on peut aussi se dire que je suis peut-être aussi, à certains moments, à l'origine de la pression numérique que subissent les collègues quand j'envoie moi-même un mail à des heures indues, par exemple, ou quand je mets 10 personnes en copie parce que je me sentirais rassuré si tous les cadres de l'entreprise étaient au courant que j'ai répondu à tel message. Donc, en faisant ça, je suis à la source, quelque part, de la surcharge informationnelle de mes collègues ou de mes encadrants. Je la regarde parce qu'ils sont dans la salle. Donc voilà, potentiellement, on peut dire que pas mal de personnes peuvent se considérer à la fois comme victimes, mais aussi comme intervenant dans la causalité. De même pour l'envahissement de la sphère privée. Donc si à un moment donné, j'estime que c'est plus facile pour moi de gérer mes mails le week-end ou peut-être que dans 15 jours, dans un mois ou dans un an, je trouverais ça une pénibilité, alors qu'à un moment donné, je l'ai trouvé comme un avantage et comme une souplesse. Donc voilà, il y a cette dimension de complexité, moi je traduis ça en termes de complexité, d'être à la fois victime, mais aussi, en tout cas par rapport aux collègues au moins, dans les éléments causaux qu'on pourrait interroger, quoi. Et donc, il y a également ce point de vue, ce point commun. On a voulu déboucher sur des méthodologies, sur une réflexion en termes de méthodologie d'intervention, puisque quelque part, l'INRS a aussi comme vocation de produire des connaissances qui sont potentiellement utiles pour faire de la prévention, donc pour réduire les problèmes. Et donc,
Voilà pour introduire. Alors, au niveau, je dirais, méthodologique, je vais juste souligner 2 points, 2 aspects. Donc, vous voyez ici, j'ai dessiné un petit rectangle avec 4 cases. Donc, ils vont distinguer l'individuel et le collectif, l'intérieur et l'extérieur. Et donc, c'est simplement pour dire qu'on va essayer d'aborder la complexité du monde réel selon ces 4 cadrans, selon ces 2 axes et ces 4 cadrans. Donc, il y a des dimensions qui ressortent de l'individu et qui sont observables. Donc, c'est le cadre extérieur individuel. Des individus qui sont de l'ordre du collectif et observable. Et des éléments qui sont de l'ordre du non observable individuel ou non directement observable individuel et collectif. Alors bon, comme ça peut paraître un peu abstrait, mais je vous ai pris des petits exemples qui vont faciliter. Si on prend le cas, par exemple, de Monsieur X qui se connecte en dehors des heures de travail, même le week-end, on se dit, ça, c'est un comportement observable, on peut le constater, on peut à la limite le quantifier, on peut dire à quelle fréquence il le fait, on peut même lui dire qu'il est dans les 3% des salariés de l'entreprise qui le font le plus, parce qu'on a des chiffres sur l'ensemble des... une société comme Orange, évidemment, peut avoir les moyens, en tout cas, je regarde les salariés d'Orange qui sont dans la salle, peut avoir les moyens de dire, vous êtes dans les 3% qui se connectent le plus en dehors des heures, c'est possible techniquement, c'est pas très compliqué. Donc on peut objectiver cette réalité-là. De même, au niveau collectif extérieur, on peut dire, tiens, l'entreprise a édicté un certain nombre de documents qui précisent les modalités de connexion ou de non-connexion. Par exemple, des chartes de droit à la déconnexion ou des préconisations qui sont produites par le service de santé au travail ou des choses qui ont été produites par les syndicalistes. Et peut-être qu'à un moment donné, on a fait l'analyse chez Orange, on se rend compte qu'il y a 5 ou 6 documents issus de différents secteurs, puisque l'entreprise est considérable, qui vont donner des choses qui paraissent aller dans le bon sens. Et puis on se dit, tiens, il y a un hiatus, il n'y a pas vraiment cohérence entre, quelque part, ce qu'on peut constater sur les écrits officiels qui ont trait à l'organisation, et puis ce qui se passe peut-être au niveau du comportement individuel. Et en se penchant sur la deuxième partie, la moitié gauche du rectangle, on va voir qu'il y a des éléments qui ressortent de l'individuel et du non-visible. Par exemple, le fait que M. X s'impose une réponse à ses clients dans les 24 heures. Et donc, s'il est en réunion le vendredi après-midi toute la journée, il va se dire, en partant chez lui, si un client m'a laissé un message, je me sens contraint de regarder samedi matin ou vendredi soir pour pouvoir répondre à cette règle implicite qui n'est écrite nulle part et que éventuellement mes collègues ne respectent pas, eux, pour ce qui les concerne. Parallèlement, au niveau collectif, on pourrait constater qu'il y a une forme de norme implicite, donc qui n'est écrite nulle part, de nouveau, qui est complètement non écrite, par exemple de connexion permanence, où les gens vont s'autoriser à vous envoyer un message sur un autre dispositif que la messagerie mail, s'ils voient que vous n'avez pas répondu dans l'heure. Par exemple, ils vont vous envoyer dans un premier temps un message sur la messagerie instantanée, je me souviens, je ne sais plus, Skype, je ne sais plus ce que c'est chez Orange. Pardon ? Sur Teams. Et puis, si on ne répond pas sur Teams, ils vont envoyer un texto. Donc, on voit qu'il y a une forme de hiérarchisation qui traduit cette norme qui n'est écrite nulle part de nouveau et que, quelque part, l'entreprise n'a pas promu officiellement dans aucun document. Donc, voilà, premier élément du cadre méthodologique, on va s'intéresser à ces 4 sphères de la réalité. Deuxième élément que je n'ai pas mis sur le transparent, on va chercher à instaurer dans l'entreprise, ça découle un petit peu de l'approche bien-être, une posture, on va chercher à accompagner l'instauration, je dirais, d'une posture de réflexivité individuelle et collective sur les pratiques organisationnelles. Donc on va accompagner quelque part la mise en place d'une logique de réflexivité, ce qui renvoie un peu à ce que Thomas Coutreau, je ne sais pas s'il est resté ou s'il est parti, disait tout à l'heure à propos des accords Auroux, on constate qu'en fait, dans les dispositifs législatifs français, les lois Auroux, puis après des années, on a toujours cherché à ce qu'il y ait une logique quelque part d'auto-questionnement, d'avoir des lieux de débat, et puis ça n'a jamais fonctionné. Apparemment, culturellement, il y a quelque chose qui freine en France. Mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire, instaurer des espaces où cette réflexivité va pouvoir prendre place. Alors donc, c'est à la fois, donc le système avec les 4 cadrans, c'est à la fois une lecture pour envisager la réalité, et c'est aussi, quelque part, des éléments sur lesquels on peut penser qu'un changement est souhaitable. Donc on ne peut pas changer les comportements si on ne s'intéresse pas aux normes implicites collectives ou si on ne s'intéresse pas aux représentations que les gens ont de ce que c'est un travail bien fait, par exemple. Alors voilà, donc réflexivité, c'est le deuxième mot-clé par rapport au cadran.
Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode? C'est une méthode qui s'appelle le théâtre forum, donc qui existe depuis les années 80. Donc l'INRS n'a rien inventé. On a juste fait l'effort de se former d'une part et puis de l'adapter aux problématiques qui sont les nôtres. Et puis on a construit quelquefois des démarches, je dirais, expérimentales un peu approfondies. Donc on a complètement enregistré à la fois la création des scènes et puis leur déroulement. Et donc, double réflexivité qui va être mise en place. Une première réflexivité dans un espace que je pourrais qualifier d'un espace de non-mixité, c'est-à-dire qu'on va prendre des salariés qui sont du même niveau hiérarchique, qui ont probablement, on peut l'anticiper en tout cas, le même type de problématique, le même type de difficulté avec le numérique. On va leur demander, ben voilà, c'est quoi votre difficulté avec le numérique? C'est quoi que vous voudriez voir changer? Donc la double question, quelque part à la fois portée sur le diagnostic, qu'est-ce qui vous pose problème, et aussi sur le prospectif, qu'est-ce que vous voudriez voir changer? Donc pour nous, la question est la même et se rejoint. Et donc, on ne va pas leur dire, ben voilà, dites-nous quels sont les facteurs de Golac auxquels vous avez l'impression de répondre. On leur dit, ben non, on va construire une scène, on va construire une scénette qui va illustrer la problématique telle que vous la vivez, quoi. Et puis une fois que la scène est prête, ben on verra ce qu'on en fait après. Et donc voilà, donc, avec Orange, on l'a fait ça en 3 séances de 2h30, donc en 3 demi-journées, avec des petits groupes de personnes. On ne l'a fait que quelques fois, mais en tout cas pour nous, on a fait le démonstrateur quelque part, quitte aux entreprises à éventuellement le prolonger. Donc on a fait ça donc dans 3 séances, mais en fait on se rend compte qu'en 2 séances c'est tout à fait possible de le faire à partir du moment où c'est clair à la fois la question qu'on pose et le dispositif qu'on met en place. Ensuite, deuxième espace de réflexivité, le théâtre forum proprement dit. C'est-à-dire que la scène qui a été préparée par les salariés ou par le collectif qui se pose une certaine question, il va être présenté à un groupe plus large qui va intégrer des décideurs, donc il va intégrer idéalement à la fois des décideurs qui peuvent être des hiérarchiques et aussi des syndicalistes qui sont impliqués ou qu'on souhaite impliquer dans le processus de réflexion et de réflexivité, de réflexion et d'envisager des solutions et de voir à la fois la complexité du problème, quoi. Donc de nouveau des séances d'une petite demi-journée, 20 à 50 personnes de cet ordre-là, non-mixité. Et donc théâtre-forum, ben, il y a bien 2 mots, il y a théâtre, donc la scénette qui va être jouée, mais il y a aussi forum. Et donc le forum, ben, c'est des techniques d'animation spécifiques, en l'occurrence c'est moi qui animais, et donc j'étais filmé et puis j'avais la collègue qui était en position plus recherche, donc la doctorante. Donc pendant le forum, ben, il y a des techniques d'animation spécifiques pour montrer à chacun qu'on l'écoute et qu'il a tout à fait raison de penser ce qu'il pense, même s'il pense exactement l'inverse de son voisin. Par exemple, un cadre hiérarchique et puis un syndicaliste peuvent avoir des visions en tout cas de premier niveau, qui sont un peu différentes sur pourquoi il y a un problème à tel moment dans la scène. Et donc, on va écouter chacun et on va laisser les avis s'exprimer. Donc, il y a des techniques d'animation pour ça, au niveau du forum, pour à la fois, dans un premier temps, analyser la scène, dans un deuxième temps, générer, le cas échéant, des idées de solutions, des pistes de solutions. Et une fois qu'il y a des pistes de solutions qui sont émises, ben, on va leur proposer, ben, venez, montez sur scène. On va peut-être jouer une scène complètement différente, vous verrez, ça peut arriver. On va tester votre solution, puisque vous pensez que vous avez une solution, on va voir si ça marche, quoi. Et donc on va voir, non pas théoriquement, non pas en faisant un plan, mais en faisant la démarche d'interaction interhumaine précise qui a été envisagée comme étant solution. Donc ça, c'est la deuxième phase de réflexivité. Enfin, après, il y a quelque chose, je n'ai mis que des petites étoiles, donc, où on peut lancer un plan d'action, le cas échéant, ou aller plus loin, pour que cette solution ou cette lecture des problèmes soit connue, implémentée, transmise ailleurs, quoi. Donc toujours peut-être en respectant les 4 cadres qu'on avait évoqués plus tôt, quoi. Alors voilà, donc tout ça, je vous le décris de manière abstraite. On aurait pu, si les organisateurs m'avaient sollicité, on aurait pu jouer la scène. On aurait pu jouer la scène ici. On l'a fait dans plusieurs contextes. On l'a fait à la SELF, à la Société d'ergonomie de langue française. On l'a fait dans le cadre d'un groupe RPS à Montpellier avec des collègues de CARSAT. Donc c'est assez facile puisqu'on a des scènes toutes prêtes grâce au concours d'Orange et qui sont tout à fait pertinentes dans plein de contextes en fait. Voilà, donc une des scènes qui a été créée avec nos collègues, médecins et psychologues du travail. Donc ça s'appelle Un dimanche en famille. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe, mais en gros, c'est un cadre le week-end qui est en famille et puis qui est perturbé dans sa vie de famille par des messages WhatsApp, en l'occurrence, qui lui arrivent de son cadre, qui lui demandent des trucs sur etc. Et puis ça finit mal, parce que le théâtre forum, c'est comme ça finit toujours mal. C'est un principe du jeu.
Donc à la fin, le gamin lance son ballon sur le téléphone casse, et c'est le drame, parce qu'il ne va pas plus pouvoir répondre. Voilà. Et donc on présente la scène. Moi, je vous présente pas tout ce qui s'est... Voilà, ma collègue a fait des dispositifs de masquage pour qu'on ne reconnaisse pas les collègues, médecin du travail et psychologue, donc y compris la personne qui jouait le garçon, quoi, le jeune enfant, quoi. Et donc, si on revient sur le forum proprement dit, pour moi, la philosophie d'intervention, au-delà même de l'approche bien-être, elle est dans la logique de ce qui a été fait pour l'arbre des causes dans les années 70. Enfin, je regarde des gens qui ont un peu d'ancienneté en matière de prévention. Elle respecte la philosophie de l'arbre des causes qui cherchait quelque part à construire un dialogue social, un dialogue collectif sur un outil qui à l'époque était perçu comme problématique. On va potentiellement pointer des responsabilités de l'employeur. Enfin, si vous connaissez l'historique, on va pointer potentiellement des responsabilités de l'employeur qui a signé une espèce de contrat social comme quoi on ne mettait jamais des employeurs en prison parce qu'il y avait des accidents du travail, puisqu'il y avait une indemnité forfaitaire. Enfin voilà, je synthétise un petit peu brutalement. Il reste 10 minutes. Et donc, en tout cas, il y a cette philosophie-là, quelque part, de construire le dialogue autour de la situation problématique de manière aussi, quelque part, désaffectivée que possible. Enfin, c'est ça, sans être noyé par l'émotionnalité, etc., quoi. Donc, représentation partagée pour envisager comment agir. Et cette logique aussi d'accepter tous les points de vue qui sont considérés comme étant d'égale valeur, en tout cas au départ, quoi. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé concrètement avec cette scène du dimanche en famille, on voit qu'on a eu, dans un premier temps, en tout cas, je dirais des réponses assez défensives ou assez simples. Voilà. C'est un peu caricatural, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, où il n'y a jamais un cadre qui ferait ça. C'est fictif. Et puis après, il y a eu, dans une deuxième phase, il y a eu plusieurs salariés qui ont dit, en fait, moi, ça m'est arrivé. Et puis moi aussi, ça m'est arrivé. Et puis un troisième a raconté l'anniversaire de son gamin où ça lui est arrivé. Et donc lui, il a pris 2 minutes pour raconter l'anniversaire de son gamin qui a été complètement pourri, entre guillemets, par le boulot. Et donc, ça devient impossible de revenir sur ces fictifs. Ça devient impossible de dire c'est caricatural une fois qu'on a dit ça. Et donc, on arrive à des éléments interprétatifs beaucoup plus intéressants, je dirais, du point de vue de l'ergonome, et beaucoup plus éloignés dans l'arbre des causes et dans l'arbre des représentations, sur à la fois, quelque part, le rôle du salarié lui-même qui accepte de se mettre la pression le week-end, ou qui a quelque chose, qui a un rôle par rapport à ça, sur l'entreprise qui insiste sur le respect des engagements pour équipe. Donc les gens qui ont analysé la scène ont dit non, le truc individuel comme ça se fait pas trop, ça se ferait pas chez nous. Par contre, effectivement, la pression elle existe, mais elle s'exerce plutôt sur les collectifs de travail. Et après, c'est peut-être quelqu'un dans le collectif qui le vit mal. Donc il y a des éléments d'interprétation ou d'analyse d'une problématique de charge de travail, dans ce cas-ci, et de charge de travail qui envahit sur la sphère privée, qui deviennent beaucoup plus intéressantes, je dirais, du point de vue des possibilités d'intervention et des possibilités de changement organisationnel profond, quoi. Notamment sur la culture agile, voilà, sur différents éléments que je ne vais pas redétailler ici. Et donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a une question qui se pose, qui a été posée par les salariés qui ont construit la scène. Il y a une première lecture qui est faite par le collectif qui participe au forum, où notamment il y a un élément qui n'est pas retenu, le manager ne met pas la pression aussi directement. Par contre, il y a des éléments qui sont retenus, le travail le week-end, ça arrive fréquemment. Et puis, il y a des éléments causaux profonds qui vont apparaître, qui ressortent de différentes sphères, l'activité, certains moments où il y a une charge plus importante, les périodes de clôture, certains rôles qui sont endossés qui sont plus problématiques, une problématique de marge de manœuvre, des éléments qui ressortent, qui sont lus comme étant ressortant plus de l'individu, la pression qui se met, le choix d'avoir de la souplesse horaire, les ambitions de carrière qui interviennent dans les raisons qui font que le cadre se sent tenu de répondre le week-end, et puis des éléments qui sont de l'ordre du collectif. Ici, c'est plutôt des éléments favorables, dans ce cas-ci, qui sont évoqués, la solidarité, la culture organisationnelle positive, l'engagement collectif, voilà, qui lui peut avoir un rôle dans les deux sens.
Et puis des éléments sur l'entreprise. L'entreprise décourage peu le travail de week-end, il y a une logique d'engagement, il y a des problématiques avec Agile, où en fait ce qu'on appelle les sprints de récupération, on est censé prendre du recul par rapport à la charge, etc., ben, ils servent de variable d'ajustement, des choses de cet ordre-là. Donc on voit qu'on a un arbre des causes enrichi et qui fait consensus, en tout cas qui fait consensus au moment du forum, quoi. Voilà, avec des interactions. Et donc, pour prendre un peu de recul, les participants, qu'est-ce qui se passe dans le forum? Les participants se forgent progressivement une représentation collective de la situation au travers de ce qui a été modéré par l'intervenant. Je pense que le rôle de l'intervenant est central. Et les éléments avancés sont dans un premier temps des stéréotypes de sens commun. Donc voilà, ça va être plutôt des interprétations individualisantes ou de dire que c'est la sphère privée. Mais ça devient de plus en plus sophistiqué au fur et à mesure que le débat se fait et que l'animateur a signifié aux gens que leur premier niveau d'explication était accepté. Donc ils vont vers des choses plus sophistiquées, plus élaborées et probablement plus réelles du point de vue de l'ergonome ou du spécialiste en santé au travail, quoi. Et donc ensuite, ils génèrent des idées de solutions. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Donc non. Il reste 4 minutes. Bon. Donc, que fait-on avec ce dispositif? Donc, quelques éléments de ce qu'on fait. On rend palpable, enfin, de mon point de vue, et si je reviens aux 4 cadrans que je vous ai présentés tout à l'heure, on rend palpable et visible ce qui a vocation à ne pas l'être dans une entreprise, notamment des normes implicites de travail, des représentations individuelles qui ne sont pas débattues, puisque si les gens n'en parlent pas, s'il n'y a pas d'espace pour en parler, les gens n'en parlent pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, tu as tort de t'imposer cette règle-là, elle ne correspond pas ni aux chartres, ni à ceci, ni à ça, ni à ce que font tes collègues. Donc ces choses-là ne sont pas débattues, donc ne peuvent pas être mis en cause. Donc quelque part, on rend visible des éléments de l'organisation sous-jacente en permettant d'en parler. On accompagne un travail réflexif, d'abord en non-mixité, qui permet de construire des référentiels communs entre les salariés, de se dire, ben, effectivement, notre problème à nous, par exemple, ce n'est pas la surconnexion le week-end, c'est plutôt la surcharge informationnelle, c'est plutôt la peur de rater une information, pour reprendre des exemples qui ont été évoqués dans certains des ateliers qu'on a menés. Et la dimension de changement comportemental, qui parfois est la cible directe de modalités d'intervention, je dirais, plus basiques, n'est qu'un élément de ce qu'on vise, quoi. C'est qu'un élément parce qu'on considère qu'il y a les 4 cadrans qui ont du sens chacun des 4, quoi. Voilà, alors donc il y a des articles plus détaillés que mon petit exposé qui sont accessibles, qui vous permettront d'en savoir plus par rapport à ça, donc notamment un article dans la revue Activité qui parle du dispositif et puis de tous les différents soubassements théoriques, un article dans le travail humain qui est validé et qui n'est pas encore paru. Et puis, il y a des publications plus spécifiques sur les problématiques de la surconnexion, plus orientées préventeurs, je dirais, notamment les 2 qui sont cités ici. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette méthode? De mon point de vue, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on a testé ici une méthodologie d'accompagnement des entreprises où l'intervenant ne se substitue pas à la responsabilité qui incombe aux entreprises de préserver la santé psychosociale des travailleurs. La méthodologie permet d'interroger des pratiques, une culture, des valeurs, de les rendre concrètes au travers de la théâtralisation, en les mettant en lien avec des vécus éventuellement pénibles et subjectifs, mais qui ont bien leur réalité également. Donc elle rend visible également ces vécus subjectifs pénibles, le cas échéant. Et les impacts de ces dimensions cachées du travail sur le niveau de pression psychologique que vivent les salariés ne peuvent pas être négligés, de mon point de vue. Et il y a un vrai défi à créer des espaces pour que chacun puisse les questionner, sans risquer ni d'être stigmatisé comme le maillon faible ou d'être assimilé à celui qui ne sait pas faire face à la pression que l'entreprise exerce de manière un peu uniforme et sans distinction de là où les gens en sont. Et par la distanciation du jeu théâtral et le travail d'abstraction-concrétisation, parce qu'en fait, il y a une double démarche. D'abord, on demande aux gens c'est quoi les problèmes génériques qui se posent. Ensuite, on leur demande de concrétiser en créant la scène. Donc, il y a vraiment une démarche d'abstraction-concrétisation réalisée par les salariés en amont pour créer la scène. On va rendre palpables ces différentes dimensions et on va les transformer en objets de débat et en possibilités d'amélioration et en performance psychosociale et collective pour l'entreprise. Donc voilà ce que je voulais vous dire en 25 minutes.
Eh bien, le temps est tenu, Monsieur Grosjean. Merci beaucoup. Des questions dans la salle. Vous levez la main, comme d'habitude, et puis des questions sur le fil de discussion. Moi, j'ai quand même alors un étonnement, parce que il m'a semblé que sur cette question de réduction des tensions psychosociales liées au numérique, vous n'avez pas agi comme tous ceux qu'on a entendus ce matin, avec des questionnaires, avec des facteurs de risque. Là, c'est une autre démarche de votre part. Oui, ben donc dans la démarche bien-être, enfin dans les outils bien-être qu'on a développés, le premier c'était un questionnaire, donc qui s'appelle Satin, qui est accessible en ligne. Mais en même temps, je dirais, c'est pas un questionnaire à visée épidémiologique, c'est un questionnaire à visée d'intervention. Donc la particularité, c'est que nous, on considère que ce questionnaire-là, en tout cas, il doit servir comme préliminaire à un débat. Pour nous, ce qui est central, c'est quelque part, c'est de construire les conditions du débat. Thomas Coutreau a dit que c'était difficile et que c'était difficile en France, que quelque part, c'est un échec des lois Auroux de 1983 qui a voulu faire ça. Il a dit ben, allez-y, vous êtes libre de le faire. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a un malaise par rapport à ça. On voit que l'ANI n'a pas résolu le problème. Il a renforcé cette attente des entreprises de créer des espaces de débat. Et malgré tout, en France, ben, ça ne se fait pas. Je dirais même à l'INRS, il n'y a pas énormément d'espace où on débat du psychosocial. C'est mon impression. Donc pourtant, on devrait être exemplaire. Donc il y a des choses à améliorer là-dessus et c'est une vraie difficulté. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de faciliter, de se dire, ben voilà, vous avez un panel, vous avez des focus groups qui sont possibles, vous avez plein d'outils de débat qui sont possibles, vous avez l'intervention d'une personne tiers avec différents rôles. Et donc, voilà, c'est un dispositif de plus qui permet cette mise en débat. Mais les facteurs, et pour ce qui est des facteurs, pour répondre à la deuxième partie de la question, les facteurs, c'est un petit peu ce que disait aussi Thomas Coutreau tout à l'heure, avec l'approche du sens au travail, c'est les mots que les gens utilisent quelque part. Voilà, ici, par exemple, on a fait un parallélisme en fait avec toutes les contraintes psychosociales qui sont liées au numérique et les facteurs de Golac. Et en fait, il y a quasiment un mapping. Il y a l'infobésité, par exemple, ça renvoie à charge de travail. Il y a d'autres éléments qui renvoient à conflit éthique. Il y a des éléments. Il y a quasi un parallèle à faire, mais pourtant il y a une terminologie parallèle qui existe, quoi. Alors des questions dans la salle, vous levez la main. Des questions sur le fil de discussion. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes aussi efficaces que le théâtre forum qui, comme l'arbre des causes, permettent de remonter aussi finement vers les causes profondes et des pistes de solutions, des risques associés aux usages des outils de communication? Vous me demandez de vendre autre chose que ce que je vends. Oui, j'ai bien l'impression. Alors c'est pas ma question, hein. Mais en fait, le théâtre forum, c'est une méthodologie qui est utilisée dans le cadre de l'éducation populaire. Et on a utilisé d'autres outils de l'éducation populaire pour instaurer des formes de débat qui ont aussi comme intérêt d'être participatives, d'être impliquants pour les gens, éventuellement d'avoir une barrière à l'entrée un petit peu moins élevée que le théâtre forum. Donc, par exemple, des débats mouvants, des choses comme ça, moi, que je fais, par exemple, dans le cadre des étudiants. Donc, c'est des formes d'échange où, en fait, ça s'appelle débat mouvant parce que les gens doivent se placer dans l'espace. On pose une question clivante, on leur dit si vous pensez plutôt A, vous allez à droite, si vous pensez plutôt B, vous allez à gauche. Et donc, ça oblige l'ensemble des personnes, on peut faire ça avec 100 personnes ou 150 personnes, ben, tout le monde doit se positionner, quoi. Il ne peut pas y avoir 2 personnes qui vont lever la main et qui vont répondre. Ben, on a 150 personnes qui se mobilisent pour chacune des questions, éventuellement qui vont se redéplacer. Donc il y a toute une série d'outils qui sont issus de l'éducation populaire qui permettent ce genre de choses avec des modalités et des intérêts chaque fois un peu différents, quoi. Question de Sandy Reynaud. Comment et par qui est choisi le scénario? Alors le scénario, ben, nous, dans la démarche qu'on préconise, le scénario, il est construit par les salariés, quoi. Donc en fait, il y a 2 façons de faire du théâtre forum. Vous pouvez débarquer avec des acteurs qui ont analysé un problème et qui ont créé une scène à partir de cette analyse du problème. Donc, il y a des CARSAT qui font ça, notamment sur l'aide à domicile. Ça, c'est un premier dispositif qui est possible. Nous, ce n'est pas ça qu'on a voulu faire. Ce qu'on a voulu faire, c'est demander aux gens qu'est-ce que vous souhaitez voir changer chez vous. Donc, c'est pour ça que je parle de double réflexivité, quoi. Donc, en gros, il y a une logique d'utilisation du théâtre forum avec une simple réflexivité sur un sujet qui est amené, qui est décidé, qui est contrôlé par l'entreprise, le cas échéant, puisqu'elle peut avoir une commande sur une scène spécifique, où il y a un système de double réflexivité, où en fait le problème il est construit. On demande aux gens non seulement de parler des solutions possibles, mais aussi de parler de la définition des problèmes tels qu'ils la voient eux. Question d'Olivier Courteau. Avez-vous des pistes de réflexion pour prévenir les risques liés à la surconnexion au sein des TPE? Ah, bon, au sein des TPE, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au niveau? Moi, je peux vous renvoyer
à la lecture de ce qui est sur le site internet de l'INRS. Donc il y a toute une série de problématiques liées au numérique qui sont listées avec chaque fois des éléments de solution. Question d'Aurélien Poirier. Les chartes sur l'usage des outils SLI au droit à la déconnexion ont-elles un réel impact au regard de vos retours d'expérience ou restent-elles finalement des vœux pieux? En fait, la première chose à tester, à mon avis, c'est est-ce que les gens les connaissent. Je vous dis, quand on a regardé chez Orange, en fait, quand on a commencé à travailler avec Orange, ils ont commencé par regarder quels étaient tous les documents officiels qui existaient par rapport à ça. Et je ne sais plus combien il y en avait, mais peut-être 4 ou 5 pour un secteur donné. Donc forcément, on est tous en surcharge informationnelle. Et si vous dites, tiens, en plus des informations que vous avez aussi la charte sur ça, la charte sur ça, la charte sur ça. Est-ce qu'on est sûr que c'est entré? En plus, est-ce qu'il y a la transposition de la connaissance théorique de la charte à la réalité des pratiques? Il y a mais ce n'est pas inutile en soi. Au moins, ça pose les choses. C'est utile d'avoir des choses qui soient formalisées, écrites, sur lesquelles à la fois l'entreprise puisse se reposer, et puis éventuellement les managers, en disant, écoutez, la politique, elle est ça, elle est écrite. Elle est la même pour tout le monde. Question de Julie Manet-Pardini. Merci Monsieur Grosjean et merci à votre équipe pour cette présentation qui donne envie d'aller plus loin. Cette méthodologie permet l'interrogation, mais quelle méthode ensuite pour l'action de la part des employés, des employeurs et des représentants du personnel? J'ai vu beaucoup d'organisations qui ont peur d'aller plus loin. Oui, nous, on aurait souhaité avoir une troisième phase qui était justement lancer le plan d'action. Donc, on ne l'a pas vraiment expérimenté dans le cadre de ce qu'on a pu faire ici. Par contre, ce qu'on a vérifié, je dirais au niveau de l'étude, c'est des changements de position individuelle des personnes qui ont participé aux séances de Théâtre Forum. Donc on a refait des entretiens complémentaires avec des personnes qui étaient soit dans le public, soit qui étaient éventuellement montées sur scène pour faire des transformations. On a pu leur demander, est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans vos rapports au numérique? Donc ça, c'est pour revenir un peu au cadran. Donc, il n'y a pas que le comportement, il n'y a pas nécessairement que des choses qui sont de l'ordre de l'objectivable, il y a aussi l'attitude par rapport à tout ça, quoi. Merci beaucoup à Vincent Grosjean, merci pour cette présentation.